Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la justice sociale. La jeunesse ivoirienne se prononce sur ce sujet. Enfin, 20 février 1964, le Maroc et l'Algérie mettent fin à la guerre des sables. Les deux pays voisins signent un cessez-le-feu définitif. Bienvenue, bonsoir à tous. C'est donc aujourd'hui la journée mondiale de la justice sociale. Cet événement veut contribuer à l'action de la communauté internationale pour l'éradication de la pauvreté, la promotion du plein emploi, l'égalité homme-femme et la justice pour tous. En Côte d'Ivoire, la jeunesse aspire à la justice sociale et au travail décent. Elle se prononce au micro de Dangui Dangui. On peut dire qu'il y a la justice au niveau de la jeunesse qui peut-être parle de la scolarisation de tous. Il y a la justice aussi au niveau du genre, lorsqu'on parle de l'égalité du genre. Sur le concept de justice sociale, les regards varient d'un individu à un autre. La justice sociale, là, bon, je n'ai pas fréquenté, je ne peux pas connaître ça. Dans la justice, il y a trop de corruption. S'il y a une personne doit prendre une peine, ou bien s'il y avait un truc où ce qui devait être correct, malheureusement, ce n'est pas parce que l'autre va passer en bas, il y aura trop de choses. Je ne pense pas qu'il y ait une justice sociale, sincèrement, parce que quand on tient compte de certains paramètres comme l'administration dans les entreprises, bon, on voit qu'il n'y a pas une justice équitable parce qu'on constate qu'il y a une franche partie qui n'a pas accès, ou du moins à l'emploi, par rapport à d'autres qui en ont. Cette soif de toujours plus de justice vire parfois à un désamour de la politique et même de la démocratie. Si on utilise la politique comme un moyen pour peut-être emmener des jeunes à se soulever chacun de part et d'autre, moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. La politique, d'autres le disent que c'est pour un clan, c'est pour les grandes personnes. Donc nous jeunes ici, nous avons d'autres objectifs. Nous nous focalisons sur d'autres trucs. Même s'il se plaint de beaucoup d'injustices, Maurice Sawadogo, couturier de métier, refuse de tourner le dos à la politique. Si par exemple quelqu'un qui a besoin d'un pouvoir, on lutte pour lui, et puis il ne fait pas ce qu'on veut. Donc on est obligé de dénoncer entre nous, pour dire voilà c'est ce qu'il nous a dit, voilà c'est ce qu'il nous a dit, et puis il ne fait pas. Donc on est contre ça, donc on n'est pas content de lui. Remobiliser les populations, notamment les plus défavorisées, autour des enjeux politiques. C'est l'un des objectifs que poursuit la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Notre objectif est de créer un plus grand intérêt pour la politique et pour la démocratie. La politique, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale. La politique, ça ne passe pas seulement au RTI ou au journal. La politique, c'est pour tout le monde. La démocratie, c'est pour tout le monde. Échanger sur les idées, c'est crucial pour un citoyen. Depuis 1991, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung est aux côtés des Ivoiriens pour le développement de la démocratie sociale, terreau, selon elle, de plus de justice sociale. L'Assemblée générale des Nations unies, elle, a proclamé le 20 février Journée mondiale de la justice sociale depuis 2009. Autre actualité, les cinéphiles ivoiriens et amateurs de Marvel ont eu de quoi se mettre sous la dent pendant tout le week-end dernier. Ils ont en effet participé au festival Marvel d'Abidjan du 16 au 18 février dernier. 3 jours de programmation exclusive Marvel au cinéma, avec à l'affiche le film Black Panther. On fait le point avec Franck Quadio. Venez de déclarer la guerre. Iron Man, Captain America, Thor, Spider-Man et Black Panther. Des super-héros issus de comics américains bien connus du public sur le grand écran à Abidjan. Le Marvel Festival est la tribune choisie. L'ambition était de créer une scène émulation autour des films des studios Marvel. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que le public découvre des films qu'il n'a pas forcément vus, dans des très bonnes conditions. Et puis, c'est aussi de rencontrer le public ivoirien, de rencontrer l'ensemble des acteurs ivoiriens, des gens avec qui on va pouvoir développer nos activités ici. Le festival débute avec l'avant-première de la dernière production Marvel, Black Panther. L'intrigue, un peuple jamais asservi, le Wakanda, et la lutte contre un certain impérialisme convoitant ses richesses. Black Panther, premier grand film de super-héros, avec un personnage principal de race noire et un casting à majorité noire. Black Panther du réalisateur Ryan Coogler, un Afro-Américain, a su charmer le public. Excellent film,
effets spéciaux terribles. Franchement, rien à dire. Je suis satisfaite parce qu'enfin, on met l'Afrique en avant. Ivoirien et acteur dans ce film de 2h15, Isaac de Bankole joue le rôle du chef de la tribu de la rivière dans l'état du Wakanda. Il est fier d'être à Abidjan pour parrainer ce festival. Organiser ce mini-festival Marvel et de m'inviter pour venir parrainer ce festival, c'est parce qu'ils y trouveront leur compte. Et pour les jeunes Africains, pour les jeunes Ivoiriens, c'est la preuve qu'être né ici, aller ailleurs et puis revenir, être représentant d'un blockbuster comme Black Panther. Notre rêve, c'est de voir la Côte d'Ivoire renouer avec le grand cinéma. Et le festival Marvel, avec un film qui parle de Black Panthers, un film dans lequel joue notre compatriote Jacques de Bankole, est pour nous une grosse opportunité. Pendant 3 jours, la première édition du Marvel Festival Film d'Abidjan a réussi le pari de réunir plusieurs générations d'amoureux du comics et du cinéma d'animation. Au Zimbabwe, des milliers de sympathisants du mouvement pour le changement démocratique rendent hommage à l'opposant Morgan Tsvangirai. Sa dépouille a été transportée par avion aujourd'hui à son village natal de Bouéra, où il a été enterré. Morgan Tsvangirai est décédé en Afrique du Sud à 65 ans des suites de cancer du côlon. Les Nations Unies s'inquiètent de l'insécurité alimentaire en Afrique. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 224 millions de personnes souffrent de malnutrition sur le continent africain. Des chiens pour lutter contre le braconnage. Cela se passe depuis 2009 au Kenya. Une unité canine est entraînée pour traquer les braconniers dans le parc du Masai Mara, dans le sud-ouest du pays, le long de la frontière tanzanienne. Chakaria a 5 mois. Depuis quelques semaines, elle s'entraîne pour rejoindre une unité canine dans le parc du Masai Mara. D'un pas assuré, elle renifle dans les hautes herbes jusqu'à trouver un ranger caché dans la savane qui joue le rôle d'un braconnier. Chakaria fait partie des favoris. Elle possède ces traits de caractère bien particuliers qui font un bon tracker. Des chiens actifs qui aiment manger, beaucoup jouer, des choses comme ça. Mais comme je l'ai dit, la génétique et la conduite est ce que nous recherchons. La bonne conduite pour faire le travail. Cette unité canine est devenue essentielle à la lutte contre le braconnage dans le triangle du Mara dans le sud du Kenya. Si le trafic d'ivoire retient l'essentiel de l'attention, le principal défi du parc est la lutte contre le trafic de viande d'animaux sauvages. Gazelles, impala, gnous ou encore girafes, les braconniers tuent ces animaux par centaines. Ils utilisent en général des collets métalliques ou aussi chassent les animaux jusque dans les vallées. Ils utilisent des machettes, des épées et des pangas pour les découper. Les braconniers utilisent aussi des pièges qui sont neutralisés par centaines jusqu'à 500 par jour. Le trafic de viande de brousse atteint un niveau critique que dénonçait dès 2014 un rapport du gouvernement kényan. L'unité canine existe depuis 2009. Aujourd'hui, elle compte 4 chiens trackers et 2 chiens détecteurs postés aux entrées du parc pour repérer des armes ou de l'ivoire dans les voitures. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons réussi à attraper plus de 4000 braconniers ces 18 dernières années. Donc ça montre les efforts que nous avons faits. Sans ça, nous pourrions avoir des milliers d'animaux morts. Il ne reste plus que quelques semaines aux 5 chiots pour faire leurs preuves. Tous les jours, ils doivent suivre un entraînement strict pour apprendre à bien maîtriser les odeurs et devenir à terme une arme efficace anti-braconnage. En France, 3 arrestations liées à l'enquête sur l'attentat de Barcelone perpétré en 2017. Annonce faite aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur espagnol. Les 3 interpellés, faut-il le préciser, ont des liens avec Driss Oukabir, membre présumé de la cellule qui avait commis en août 2017 les tueries de Barcelone et Cambrils en Catalogne. Restons en France pour découvrir un projet expérimental. Ce programme baptisé RexCore vise à construire 4 villages sous-marins de béton. Alberto Fujimori, de nouveau devant la justice péruvienne. Un tribunal a en effet ordonné que l'ex-président récemment gracié soit encore jugé, cette fois pour le meurtre de 6 habitants d'un village en 1992.
Le Maroc veut récupérer des territoires qu'il possédait dans le sud et l'ouest de l'Algérie avant la colonisation française. Ce différend est à l'origine de la guerre des sables, un conflit qui se solde grâce à la médiation de l'Organisation pour l'unité africaine et la Ligue arabe. Le 20 février 1964, Rabat et Alger signent alors un cessez-le-feu définitif. Les explications de Ami Koulibaly. Bien avant la marche verte ou les accords de Madrid en 1975 et bien avant la naissance du Front Polisario ou de la RASD, la zone du Sahara occidental était déjà pour l'occupant français une zone floue. Historiquement rattachée au Maroc et à l'autorité du sultan, cette zone était considérée par les autorités coloniales comme un territoire sans eau inhabitable. Celles-ci fixeront les frontières entre l'Algérie française et le Maroc en 1845 avec le traité de l'Ala Magna. En 1884, l'Espagne place le territoire sous son protectorat. Les tribus de la région lutteront contre les colons avec l'aide du sultan marocain, mais sans réel succès. En 1912, les traités franco-marocains et de Madrid actent le régime de tutelle des puissances françaises et espagnoles sur ce qui est considéré comme un territoire marocain auquel, jusque-là, personne ne semble accorder de réelle importance, sinon les mouvements qui luttent pour son indépendance. En 1952, la découverte de gisements de pétrole dévoile le potentiel énergétique et donc économique de la région. L'indépendance du Maroc en 1956 met fin au protectorat français et espagnol dans le nord du pays. Les provinces du sud restent administrées par les Espagnols, lesquels rétrocèdent progressivement des territoires tels que Ifni ou Terfaya. La décolonisation reste incomplète, mais malgré cela, le Maroc, en 1962, après l'indépendance algérienne, est en mesure de négocier le statut de ces zones. Mohamed V et Ferhat Abbas, président du GPRA, s'entendront sur la reconnaissance des frontières tracées par les autorités coloniales. Le coup d'État d'Ahmed Ben Bella à la tête du FLN ne reconnaîtra pas ces ententes et prônera des revendications socialistes. Les désaccords entre Ahmed Ben Bella et Hassan II, alors jeune roi, ne tarissent pas. Les deux personnalités, intransigeantes l'une comme l'autre, entraînent leurs pays respectifs dans une course à l'armement et aux informations contradictoires relayées par la presse. Les troupes algériennes et marocaines s'installent le long des frontières. Des troupes sont envoyées par le Maroc en soutien aux populations. On fait prisonniers des civils et des militaires. C'est la guerre des sables. Les batailles entre le Maroc et l'Algérie se multiplient tout au long du mois d'octobre 1963 jusqu'à ce que soient mises sur la table par l'OUA les négociations d'un cessez-le-feu le 29 octobre de la même année. Celles-ci échoueront du fait de l'implication d'un trop grand nombre d'acteurs prenant part au conflit. Gamal Abdel Nasser ou encore Habib Bourguiba tenteront en vain d'établir un dialogue entre les deux belligérants. Il faudra attendre le 20 février 1964 pour que Haïlé Sélassié Ier, empereur éthiopien, et Modibo Keïta, président du Mali, arrivent à mettre en place un cessez-le-feu définitif. Les pertes algériennes numériquement plus importantes que celles comptabilisées du côté marocain entraîneront la chute du président Ben Bella. Il sera renversé après un coup d'État en 1965 par son premier ministre et ami Ouari Boumedienne. Le nouveau président algérien signera avec Hassan II un traité qui délimitera les frontières du Sahara selon les tracés de l'administration française. Ce traité sera ratifié dans la même semaine par le gouvernement algérien. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous sur RTI2.